peut-être pas mal. Hop. Et nous voilà en direct. Nous voilà donc en direct. Alors, nous allons essayer de voir. Il n'est pas encore 6 heures. Alors, ok. Bon. Eh bien, nous sommes prêts. Il est 18 heures. Nous allons commencer ce Facebook Live proposé par Adrastia, le groupe local de grenoblois de Adrastia, sur le thème « Entre élus et mouvements citoyens sensibilisés aux risques systémiques, comment s'épauler ?» Alors, nous allons être 4 à animer ce débat. Moi, je m'appelle Mathieu, je serai donc l'animateur, le questionneur de ce débat. Nous aurons en guest star Antoine Bach et Thierry Gameau, que nous allons présenter. Et comme maîtresse des pendules et surveillante aussi des conversations sur le Facebook Live, Magali, qui est restée dans l'ombre pour le moment. Voilà, ça se jouera à 4. Alors, le déroulé qu'on vous propose, voilà, vous avez le sourire de Magali. Nous allons vous proposer une introduction à Adrastia, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'association, avec un petit focus sur le groupe local que nous représentons. Ensuite, une présentation de nos invités du jour. Ensuite, nous avons préparé une liste de questions donc, issues de notre groupe local. Et enfin, on se donnera du temps pour des questions issues des conversations sur le Facebook Live. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières à poser à l'un ou à l'autre, ou aux deux d'ailleurs, de nos invités, à vos claviers. Magali les prendra au fil de l'eau et on sélectionnera les quelques-uns qu'on jugera intéressants dans la mesure du temps qui nous restera. Voilà les données du jeu. Alors, Adrastia, qui sommes-nous? Nous sommes une association créée en 2014 dont le thème fédérateur, c'est les questions d'effondrement de civilisations industrielles, thermo-industrielles que nous sommes. Ce qui nous rassemble tous, c'est une sorte de crainte par rapport à des événements à venir. On ne sait pas trop la forme qu'ils pourraient avoir, mais qui pourraient mettre à mal les sociétés que nous connaissons. Nous sommes quelques centaines d'adhérents et notre action s'organise autour de 3 piliers. Le premier, c'est une mission d'alerte pour faire connaître ces risques systémiques, tels que nous les appelons. Un deuxième pilier qui est d'accueillir des adhérents ou des sympathisants qui sont dans la prise de conscience et qui peuvent ressentir un besoin d'être épaulés psychologiquement ou d'approfondir leurs connaissances pour mieux comprendre les questions que cela implique. Et un troisième pilier qui est de promouvoir l'action, des actions, que ce soit locales ou collectives, allant vers plus de résilience.
Voilà ce qu'est l'association Adrastia, que je représente au titre de membre du conseil d'administration. Alors, le groupe local, c'est dans certaines régions où nous avons un certain nombre d'adhérents, et c'est le cas à Grenoble. Nous avons des groupes locaux. Celui de Grenoble est bien actif. Il a bien démarré en 2019 avec une série d'ateliers que nous avons proposés. On a par exemple pris la parole lors de marches pour le climat. Nous avons organisé des ateliers de la fresque du climat, un très bon atelier de sensibilisation pour comprendre le dérèglement climatique, au passage, des bilans carbone. Nous avons aussi proposé des conférences sur ces thématiques. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'une d'entre elles que j'ai pu faire la connaissance de Thierry récemment, avec l'association Verteco, bien active dans le Vercors. Également, nous avons proposé une fois un théâtre d'improvisation interactif sur ces questions, comment parler de ces questions difficiles. Et nous avons aussi des projets en cours qui démarrent bien, comme celui que je porte d'un quiz sur l'Anthropocène que vous pouvez trouver en ligne, ainsi que un jeu de cartes Radar du rebond initié par 2 adhérents locaux. Voilà, donc on ne chauffe pas. Même si le confinement a porté un sérieux coup d'arrêt à ces rencontres qui étaient bien sûr en physique, et depuis le confinement, eh bien, comme tout le monde, on se restreint à des rencontres en virtuel, avec en particulier des rencontres, des temps d'échange mensuels autour d'une thématique qu'on choisit à l'avance. J'en donne une comme ça parmi d'autres, des retours d'expérience professionnelle d'adhérents, de sympathisants qui ont effectué une transition profonde dans leur travail. Et donc, la rencontre de ce jour, elle s'inscrit tout à fait dans cette démarche de proposer à nos adhérents et sympathisants des temps d'échange. Alors, le sujet du jour, en fait, entre adhérents et sympathisants d'Adrastia, il y a souvent des choses qui reviennent. Premièrement, un certain sentiment de solitude à ruminer des pensées un peu sombres sur qu'est-ce qui va nous arriver avec des dérèglements à venir. On a souvent l'impression d'être un Cassandre un peu tout seul dans son coin. Deuxièmement, une conviction assez largement partagée que face à des dérèglements à venir, c'est à commencer par le niveau local que les choses doivent et peuvent bouger avec les élus de proximité. D'où un rêve qui est de se dire « Ah, mais si on avait autour de nous des élus qui nous ressemblaient et qui avaient bien compris ces problématiques, eh bien, ça changerait la donne. » Eh bien, il se trouve que justement, nous en avons sous la main et nous avons dégoté Antoine et Thierry qui répondent à ce cahier des charges. Donc, ça va donner l'occasion d'un bon temps d'échange. Alors, je vais tâcher de vous présenter tous les deux. Je vais commencer, donc honneur aux plus anciens, Thierry. Thierry, tu es retraité, tu as un parcours notamment dans l'enseignement à Sciences Po, ensuite tu as été chargé de mission sur des questions de montagne et environnement pour le Conseil général de l'Isère. Tu as été directeur général des services de la mairie d'Autran, dont tu as ensuite pris le rôle de maire. Et tu as été maire donc, de 2014 à 2020 de la commune d'Autran, qui est une commune avec un domaine de ski, de piste et de fond dans le parc du Vercors. Et tu es désormais, tu n'es plus maire d'Autran, tu n'as pas souhaité reconduire ton mandat, mais tu restes très actif en étant président d'une association qui s'appelle Nordic France, qui promeut la pratique du ski de fond, et également vice-président de l'association Transition des territoires de montagne, qui prépare un gros événement bientôt. Et donc, tu es redevenu simple citoyen, mais tu restes toujours engagé. Voilà pour toi, Thierry. Antoine, tu as un long parcours de militantisme. Tu représentes le mouvement de Clémentine Autain, dont, excuse-moi, le nom m'échappe, c'est Ensemble, c'est cela? C'est bien ça. Et donc, tu en es à ton deuxième mandat à la mairie de Grenoble. Tu es donc tu es maire adjoint de la ville de Grenoble, avec un titre long comme le bras, mais qui fait à savoir
tu t'occupes des risques, premièrement, ensuite de la prospective et de la résilience territoriale, ensuite de l'évaluation et des nouveaux indicateurs, et enfin de la stratégie alimentaire. Donc, tout un programme. Et donc à la différence de Thierry, tu as déjà eu un élu électoral sur le précédent mandat et tu as souhaité reconduire ce mandat, donc de 2020 à 2026, si je compte. Voilà. Est-ce que vous souhaitez compléter ces présentations? Oui, tout d'abord, déjà vous remercier. Antoine. Merci Mathieu, merci Magali, hein, et toute l'équipe d'Adrastia Grenoble pour l'organisation de cet événement et ainsi que toutes les initiatives de sensibilisation, d'échange et d'écoute que vous faites sur la question des risques systémiques et de l'adaptation radicale. Juste préciser qu'en fait, on a bien voulu effectivement, pour ma part, repostuler, mais ce sont bien les citoyens qui décident de qui sont leurs élus. Ce ne sont pas seulement les élus qui décident de repartir. Il y a bien à chaque fois un vote. Et voilà, c'est intéressant de le préciser quand même, parce que nous ne sommes pas à nos positions, que ce soit Thierry précédemment ou moi actuellement, uniquement par la force de notre volonté, mais aussi grâce à celle de nos concitoyens et nos concitoyennes qui le veulent et dont cela nous engage. Cela va sans dire et ça va mieux en le disant. Thierry, je crois que Oui, on j'aurais juste complété d'un mot mon parcours professionnel, puisqu'avant d'être élu, j'ai été aussi, donc j'étais fonctionnaire territorial, et j'ai passé un peu de temps à la tête de la communauté de communes du Diois, et je pense que ça a beaucoup contribué à forger mes convictions écolo, pour simplifier, puisque le Die et le Diois est une terre passionnée par toutes ces questions. Et j'avais à ce moment-là un président de communauté de communes, Thierry Geffray, qui était très en avance sur son temps, de ce point de vue-là. D'accord. Je crois que tu souhaitais promouvoir également l'initiative que tu mènes sur les États généraux, non? Oui, enfin, je peux en dire un mot maintenant ou en conclusion. Je ne sais pas, c'est peut-être mieux en conclusion, parce que ça viendra peut-être clore nos échanges. Très bien. Parfait. Alors, on va commencer sur une première thématique que nous avons choisie. On en a choisi 3. C'est tout simplement, pour commencer, des témoignages. Témoignages d'une vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être élu avec cette sensibilité-là? Alors, Thierry, pour commencer, tu as été maire d'Autran de 2014 à 2020. En quoi ta sensibilité aux enjeux systémiques a pesé sur ton action de premier élu local? Bon, je ne sais pas si je peux répondre comme ça. Je dirais que dans mon parcours personnel de ces dernières années, il y a eu un changement assez très profond, très radical, qui est dû à ma rencontre avec Antoine. Alors, je ne lui avais encore jamais dit jusqu'à présent, mais il doit s'en douter un petit peu. Éric Piolle et son équipe d'élus avaient l'habitude de venir régulièrement à Autran faire leurs réunions d'équipe. Et le maire d'Autran, que j'étais à l'époque, était évidemment invité, pas pour participer à leurs travaux, ça c'était des problèmes d'élus de la ville de Grenoble, pas de souci, mais il y avait très souvent, à l'issue de ces réunions, des temps d'échange avec des invités, et c'est Antoine qui animait la plupart de ces rencontres. Et c'est là que, je crois en 2016, 2015 ou 2016, je rencontre Pablo Servigne et que je découvre, il était totalement inconnu à l'époque, hein, ce n'était pas encore la star qu'il est devenu depuis, et je découvre ce livre que vous connaissez sans doute tous. Et la lecture de ma rencontre avec Pablo, qui est devenu après une bonne connaissance et un ami qu'on a revu à plusieurs reprises, mais la lecture de ce livre, Comment tout peut s'effondrer, provoque chez moi, et je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous, une espèce d'effondrement personnel. Je précise un peu les choses, c'est que un certain nombre de choses auxquelles je croyais depuis longtemps, même si j'avais cette sensibilité écolo entre guillemets, eh ben, à leur tour s'effondrent. Et j'ai fait à ce moment-là l'expérience du deuil.
c'est-à-dire que toutes mes certitudes se sont liquéfiées et tout ce en quoi j'avais cru s'est effondré. Alors c'est une expérience très dure, très douloureuse, intime, personnelle, émotionnelle, très forte. Mais la difficulté à partir de ce moment-là, c'est que vous n'êtes plus le même qu'avant. Et vous avez été élu avec des copains pour gérer une petite commune, hein, entre Autran et Grenoble, c'est pas du tout la même échelle. Hein. Grenoble, je suis grenoblois, je suis né à Grenoble. Mais c'est fois 100, quoi, hein. Fois 1000 même. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles, on n'a pas du tout les mêmes rapports avec notre population qu'on connaît, on se croise sur la place du village, on échange, on discute, etc. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans une grande ville. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes plus le même, comment faire passer aux autres, aussi bien à votre population qu'à vos collègues élus, que vous avez changé à ce point? C'est très très difficile, quoi. Alors on peut le dire à 2 ou 3 copains, mais on voit tout de suite les réactions que ça peut susciter. Mais il est devenu fou, il a perdu la boule, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Enfin bon, vous voyez toutes les réactions habituelles, hein, qu'on connaît bien face à ces questions-là, qui sont les réactions du deuil, quoi. Le déni, la colère. Voilà. Et tout ça se mélange. Donc moi j'ai vécu ça et j'ai eu, je le dis, hein, très, très honnêtement et très, très simplement, beaucoup de difficultés à faire passer ce message aux autres et à le traduire dans mon action quotidienne de maire et aussi de vice-président de ma communauté de communes. Alors j'ai continué, hein, à faire mon boulot parce que voilà, j'avais été élu et j'avais pas de raison de partir. J'ai continué à faire mon boulot, mais en mettant un peu sous le tapis cet effondrement que j'avais vécu à titre personnel. Et quand la fin de mon mandat est arrivée et que j'ai enfin pu dire ce que j'avais vécu, j'ai décidé de ne pas me représenter, mais j'avais déjà un petit peu ça en tête dès le début. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille se présenter 2 fois. Alors, je sais bien que j'ai des collègues qui sont maires depuis 3 ou 4 mandats, hein, bon. Mais pourquoi j'avais ça en tête? Parce qu'il me semble que lorsqu'on est élu, se crée une forme d'addiction. On s'identifie à sa ville, à son village, à sa commune. On en connaît évidemment bien les problèmes et du coup, on devient accro. Et se déshabituer de cette addiction, c'est très difficile. Et moi, je pense que, à un moment, je me suis dit, bon, je ne me représente pas comme maire, mais je pourrais être au conseil municipal pour donner un coup de main pendant 1 an ou 2 pour que la relève prenne la suite. Finalement, je pense que ce n'était pas non plus une bonne idée. Je ne me suis carrément pas représenté du tout pour partir beaucoup plus dans un militantisme, on va dire, associatif. Voilà, donc voilà mon parcours. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon mandat? Beaucoup de choses, hein, pas la litanie de tout ce que j'ai pu faire. Enfin, j'ai tout ce qu'avec le conseil municipal on a pu faire, à commencer par la création d'une commune nouvelle, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. C'est plus la commune d'Autran, c'est la commune d'Autran-Méaudre, puisque les 2 villages qui ont bien gardé leur personnalité, hein, attention, mais ont décidé tout début 2016 de créer une commune nouvelle après un référendum organisé séparément dans les deux communes. Voilà, donc ça c'est une de mes actions, puisque j'ai beaucoup poussé pour ça et que je ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Et puis en relation avec la ville de Grenoble, d'ailleurs, la création par exemple, hein, de la Jolie Colo dans des bâtiments qui appartenaient à la ville et dans laquelle on a créé un des premiers, je pense même le premier tiers-lieu du Vercors, grâce, j'allais dire, un peu à la complicité d'Éric, d'Antoine, de Pierre, Mériot, etc., qui ont consenti sur ce bâtiment un prix très très raisonnable pour que les porteurs de projets puissent s'y installer. Aujourd'hui, on a un tiers-lieu formidable avec 25 emplois à la clé qui n'ont rigoureusement rien à voir ni avec la neige, ni avec le ski. Et puis c'est à Autran aussi qu'on a créé le premier espace de coworking. Voilà, on a toujours essayé d'innover et d'être en transition dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine du tourisme, hein, on identifie, tu l'as dit toi-même Mathieu, souvent toujours essayer pistes de ski de fond, pistes de ski alpin, mais c'est beaucoup d'autres choses, Autran et Autran-Méaudre. Et juste comme ça, au passage, je signale que Autran-Méaudre est la plus importante commune forestière de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la forêt, chez nous, avec toutes les problématiques liées au changement climatique, hein, notamment les maladies de la forêt, sont très présentes. Elles sont à la fois une richesse et une préoccupation très importante
dans notre commune. Très bien. Je te remercie Thierry pour ce témoignage. Eh bien, même question pour toi, Antoine. En quoi cette sensibilité que je te connais avoir à ces questions de risque systémique a pesé dans ton rôle d'élu? Et avec les nouvelles prérogatives que tu as, pas prérogatives, les nouvelles missions que tu as dans ce nouveau mandat, est-ce que tu penses avoir plus d'atouts pour dérouler ton jeu? Oui, alors moi, dans le précédent mandat, donc 2014-2020, j'étais élu de proximité, élu de secteur de la ville de Grenoble, qui est divisé en 6 secteurs. Donc, je m'occupais d'une petite partie de la ville, le centre-ville, avec 35 000 habitants. Donc, j'étais un peu l'interlocuteur des habitants au quotidien sur toutes sortes de questions, de questions de proximité. Alors, ça va le stationnement, la propreté de la voirie, ça va aussi le soutien aux associations, enfin bref, tous les sujets, espèce de mini-maire avec tous les embêtements, on va dire, et sans forcément tous les pouvoirs. Mais voilà, ça c'était mon mandat précédent, qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs dans la relation aux habitants, aux habitantes aussi, qu'est-ce qui les intéresse quand ils s'adressent à la municipalité. Voilà, toutes les portes d'entrée. Mais moi, c'était vers au tout début, je crois que c'était vers fin 2014, j'avais découvert le rapport que Pablo Servigne avait fait là, au groupe des élus européens, des élus verts européens, sur comment nourrir l'Europe en temps de crise. Et dans la foulée, il avait sorti son bouquin que j'avais dévoré et qui mettait des mots sur des intuitions que j'avais depuis longtemps. Alors, j'ai toujours une vision un petit peu, je sais pas, un peu sombre, on va dire, de l'avenir. Alors bon, évidemment, nourri de toutes les fictions dystopiques, qu'elles soient écrites ou filmées, bien sûr, mais bon, en étant militant anticapitaliste depuis toujours, pratiquement, j'avais une vision assez conflictuelle de l'histoire, on va dire. Et donc, pas pour qui, soit ça se terminait super bien, soit ça se terminait très très mal. Donc, c'est venu un petit peu, ces deux récits sont venus un petit peu se nourrir. Et quand il a sorti Comment tout peut s'effondrer, là, effectivement, on est sorti de la question strictement alimentaire pour parler effectivement de la question des métaux, la question énergétique, voilà, la question climatique, la question de la biodiversité, et puis évidemment les inégalités sociales, mais ça, je l'avais déjà bien dans mon scope. Et ça, typiquement, la dissonance cognitive s'installait assez rapidement. Alors, pour ma part, je ne parle pas d'effondrement personnel. D'ailleurs, je suis un peu étonné d'être passé pour l'instant à travers ça, mais la dissonance cognitive, c'était au quotidien devoir s'occuper effectivement des problèmes concréto-concrets du quotidien, voilà, dans une municipalité, et en même temps avoir une vision, en tout cas avoir une appréhension du futur et qui était basée sur des risques systémiques. Donc le fait que effectivement notre modèle de société fait que progressivement nous créons tout un ensemble de vulnérabilités qui sont interconnectées. Alors, des vulnérabilités au long cours, mais aussi des vulnérabilités par effet domino. Et donc, ce qui fait qu'en fait, je ne dirais pas à n'importe quel moment, mais tendanciellement, on va vers un monde qui ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est une intuition que j'avais depuis longtemps, mais je ne savais pas trouver les mots. Et merci Pablo et Raphaël d'avoir mis les mots là-dessus. Ils ont été de très bons vulgarisateurs de ces questions-là, par ailleurs. Moi qui ne lisais jamais de rapports scientifiques auparavant, depuis, effectivement, c'est devenu mon péché mignon, quoi. Voilà. C'est parfois un peu aride, mais c'est toujours instructif. Et donc, toute cette dissonance cognitive, effectivement, de devoir gérer au quotidien, trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Grenobloises et Grenoblois, et dans le même temps, effectivement, savoir que tout autour de cela, à des échelons différents, supérieurs, on avait des risques, des vulnérabilités et des menaces très fortes. Donc ça, c'était une dissonance cognitive qui a été assez pénible, je ne le cache pas. Alors, j'ai réussi à traiter avec, à dealer avec. Notamment, j'ai animé quelques conférences pour la ville de Grenoble sur la question des grandes catastrophes. J'avais co-organisé tout un arc de conférences pendant la Biennale des villes en transition en 2019, qui était vraiment chouette. Je ne me souviens plus le titre exactement, Défier les catastrophes, réussir les transitions. Et donc, voilà, ça permet aussi d'essayer de sensibiliser aussi le grand public, la population, à ces grands problèmes, à ces grands défis, on pourrait appeler ça comme ça. Pour le moment, c'est un doux euphémisme, mais bon, parfois ça fait du bien. Et
c'est-à-dire d'avoir les yeux grands ouverts sur des menaces sans pour autant tomber, ou en tout cas sombrer dans une vision. Alors, je n'utilise pas le mot catastrophiste parce que j'ai une assez bonne, j'apprécie beaucoup ce terme catastrophiste hein, dans le sens de Jean-Pierre Dupuis, mais sans tomber dans une vision désespérante, voilà, de la situation, parce que on ne peut jamais, en tant qu'être humain, avoir une vision totale de l'ensemble des paramètres. Et il y a une chose qui est vraiment sûre dans l'histoire de l'humanité, c'est que généralement, il y a des imprévus. En fait, ça ne se passe jamais comme prévu. Et donc, c'est à la fois flippant, pardonnez-moi l'expression, mais c'est aussi enthousiasmant. C'est-à-dire qu'en fait, le pire n'est jamais certain, il n'est que très probable. Voilà. Alors, on dit comme on peut, hein, avec chacun fait un peu. Je sais que parfois, dans les cercles de discussion de datation radicale, on utilise un peu on travaille ces notions-là. Mais voilà, on marchande un petit peu aussi avec ça. Il s'agit de pas, pour que personnellement, en tout cas pour ma part, ne pas avoir une vision qui soit tellement sombre qu'elle soit incapacitante. On Voilà. a perdu Antoine qui... La connexion s'est gelée. Va-t-on le récupérer? J'espère, parce que moi je vous vois. D'accord, bon, ça va, on t'a pas perdu trop longtemps, tout va bien. Voilà, désolé, ça a figé. Et vous aussi, vous étiez figé hein, de mon côté. Ah, c'est peut-être moi, effectivement. Ok. Voilà, Bon. donc simplement dealer avec cette appréhension et il a fallu. Voilà. Donc maintenant, en 2020, la décision a été prise par M. le maire Éric Piolle et travaillé avec moi-même, bien sûr, d'avoir une délégation qui prenne en compte effectivement cette question des risques, pas tant dans la question de la gestion des risques, mais plutôt dans l'anticipation des risques, dans leur cartographie, le fait de les relier, donc pas simplement les risques majeurs, mais vraiment les risques systémiques, de travailler sur des notions de prospective dans le cadre de l'augmentation de la résilience du territoire. Donc, évidemment, parce que la résilience, on ne peut pas la faire dans une seule ville, hein, ça n'a pas de sens. Hein, ça a aussi peu de sens que de vouloir faire le socialisme dans un seul pays. Il y en a qui ont essayé, bon, ça n'a pas marché. Voilà, donc pour faire la résilience, évidemment, au-delà des limites communales. Hein, et je travaille sur l'évaluation des nouveaux indicateurs, mais là, on n'en parlera probablement pas ce soir. Et donc, la question de la stratégie alimentaire, qui n'est pas simplement savoir qu'est-ce que les petits mangeront à la cantine ce midi, mais comment est-ce qu'on sécurise des filières, comment est-ce qu'on développe de l'agriculture urbaine qui soit productive, suffisamment nourricière, comment on augmente l'autonomie alimentaire du territoire, sachant qu'on part de très, très bas. Voilà, c'est toutes ces questions-là que je dois aborder donc, depuis septembre. Pour répondre à ta question, Mathieu, tu posais est-ce que j'ai tous les atouts en main pour changer la donne à l'échelle locale. Très clairement, il y a la question de la nécessité et de la suffisance. Faire une délégation qui soit axée sur ces thèmes-là, il me semble que c'était tout à fait nécessaire. Maintenant, il y a l'organisation des services de la ville, de trouver des moyens, avoir des moyens, et cela, breaking news, ce ne sera jamais suffisant. En tout cas, pas pour parer à toute éventualité, bien entendu. Mais en tout cas, il y a une intention politique, et ça, c'est vraiment une nouveauté pour la ville de Grenoble. Très bien. Merci. Merci Antoine. Alors, deuxième question qui me vient, c'est comment on parle de ça? Comment on parle de ces craintes, de ces menaces, de ces risques comment on en parle à vos collègues élus? Comment vous faites pour vous en parler à vos collègues? Est-ce que c'est un discours qui est audible? Et puis, je mets une deuxième question du même coup, c'est clairement pour lancer un embryon de politique qui soit à la mesure de ces enjeux, il faudrait vraiment faire quelque chose qui est de l'ordre d'une économie de guerre, de ce qu'il y a d'un New Deal, ou je sais que le mot New Deal a été évoqué à Grenoble d'ailleurs, et que donc et ça n'est pas encore le cas en France. Donc, ma question, c'est si ça n'est pas encore le cas, c'est une frilosité qui vient des élus ou des électeurs? Qui souhaite répondre? Thierry. Oui, comment on parle de ça, c'est très difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été très difficile, et parce que j'ai eu ce virage-là
en cours de mandat après ma rencontre avec Pablo Servigne et la lecture de son premier livre. Mais je rebondis un peu sur ce qu'a dit Antoine précédemment. Comment faire pour faire changer les choses? Il y a le niveau communal, bien sûr, le niveau de la ville. Bon, une ville comme Grenoble, un village comme Autran-Méone, commune nouvelle. Mais il y a surtout le niveau intercommunal. Grenoble fait partie d'une métropole et Autran fait partie d'une communauté de communes. Et si vous voulez, moi j'ai toujours pensé, j'ai été beaucoup plus passionné par mon mandat de vice-président de ma communauté de communes que de maire d'Autran. Parce qu'aujourd'hui, il y a une foule de compétences qui sont passées soit aux métropoles, soit aux intercommunalités, l'urbanisme, le tourisme, l'économie, etc. Et il y a donc beaucoup plus de choses qui se font au niveau du territoire, grand territoire, qu'au niveau de la commune. Et je ne vous parle pas du parc, le parc du Vercors qui réunit plus de 60 communes, etc. C'est parfois plus facile, je ne sais pas si tu partageras ça, Antoine, mais c'est parfois plus facile de parler avec des collègues d'autres collectivités qu'avec ses propres collègues. Parce que, sauf quand on a été élu sur un programme très marqué politiquement, ce qui n'était pas le cas à Autran. Autran, c'est un village où on n'a pas vraiment d'étiquette politique très, très, très affirmée. Mais c'est plus difficile, il me semble, de parler avec ses collègues de son équipe quand on ne s'est pas présenté avec un programme proche de ce que peut dire Pablo Servigne ou cette philosophie-là, que d'en parler aux collègues du territoire. Parfois, c'est plus facile d'échanger avec des collègues, à la fois plus facile, parce qu'on ne s'est pas présenté ensemble, hein, on se retrouve ensemble à gérer une communauté de communes, mais parce que le territoire, peut-être, se prête plus à ce genre de réflexion et d'action aussi, parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut agir, que le niveau municipal, il me semble. C'est intéressant parce que moi, j'ai le sentiment exactement inverse, Thierry, mais qui n'est basé que sur mon expérience. Hein, je ne veux pas théoriser là-dessus. Hein. Nous, en ce qui concerne à Grenoble, on a été élus sur un programme qui incorporait des pans entiers sur les questions de résilience. Alors, c'était assez large spectre, mais il y en avait un petit peu partout. D'ailleurs, on s'était beaucoup appuyé sur un travail préliminaire qui avait été fait par quelqu'un que peut-être certains ici connaîtront, qui s'appelle Nicolas Géraud, et qui organisait, j'espère, hein, les cafés collapse sur Grenoble, et qui a fait tout un travail sur la question de la résilience territoriale, et qui avait bien voulu le partager, et du coup on avait pu s'en inspirer en très très grande partie, on avait pu l'incorporer dans le programme. Donc les collègues n'étaient pas à convaincre, voilà, puisqu'ils s'étaient tous fait élire sur un programme qui incorporait ces éléments. Par contre, maintenant, quand il faut s'adresser à la métropole, là, c'est un petit peu plus compliqué. Les observateurs de la vie politique grenobloise le savent bien. Hein. La métropole de Grenoble, actuellement, n'a pas de majorité. Elle a un exécutif, mais elle n'a pas de majorité. Elle a un président qui s'est fait élire par la droite et l'extrême droite contre la plus grande partie de la gauche, et maintenant qui veut gouverner à gauche. Donc un exécutif qui a été constitué quand même parce qu'il faut sortir de la crise permanente, mais il n'y a pas de contrat de majorité politique, il n'y a pas de vision politique partagée, et donc il y a une gestion qui est beaucoup plus, je veux dire, de gré à gré, de commune à la métro. Voilà. Bon, après, c'est pas très grave, la métropole, hein, elle s'occupe de choses qui sont pas très importantes. Hein. C'est le logement, l'énergie, l'aménagement du territoire, les déchets, l'eau, enfin des petites choses qui n'ont pas beaucoup d'importance dans la vie du quotidien. Mais c'est une forme d'humour, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, c'est plus compliqué effectivement de discuter de ces choses-là avec d'autres élus de la métropole. En tout cas pour ceux qui ne sont pas issus de Grenoble. Donc voilà. Donc c'est marrant, c'est intéressant Thierry, parce que toi, nos expériences nous donnent deux choses qui sont toutes les deux vraies et en même temps qui sont contradictoires. C'est ça qui est passionnant. Très bien. Merci. Vas-y. On n'a pas répondu à ta question du coup. Alors ouais, la question. Si vous n'allez pas plus vite, plus loin, c'est la faute aux élus ou la faute aux citoyens? C'est la stratégie, je pars au niveau méta là. La stratégie nationale bas carbone de 2019, elle prévoit de passer à la neutralité carbone en 2050. Concrètement, de mémoire, ça veut dire passer de 11 tonnes équivalent CO2 en termes d'émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant, c'est-à-dire divisé par 5,5 pour tout le monde,
la consommation, enfin en tout cas les émissions de gaz à effet de serre. Ça serait illusoire de prétendre que tout ça, ça va se passer dans la joie, la concorde, et sans aucun renoncement à notre mode de vie actuel. C'est évidemment. Une fois qu'on a dit ça, voilà, il faut trouver l'enjeu, selon moi et selon quelques autres, c'est aussi de proposer un autre récit que celui de la privation. Voilà, certains disent moins de biens, plus de liens, ok. Mais au-delà de la formule, ça pose des questions qui sont tout d'abord d'accès de toutes et tous aux biens de première nécessité, au logement, aux droits culturels. Enfin, c'est une question de justice sociale. Pour moi, c'est primordial. S'il n'y a pas de justice sociale, il ne peut pas y avoir de transition. Si on ne garantit pas à toutes et à tous de la redistribution de richesses, même si on fait moins de richesses, mais qu'elles sont mieux partagées, si on ne propose pas ça, on ira droit dans le mur. Donc, c'est ce premier enjeu, les questions de justice sociale. Et deuxième enjeu, selon moi, c'est une question d'aménagement du territoire, d'accès à l'emploi, d'accès aux services publics, aux soins. Bref, c'est une question de justice spatiale. Et si ces deux enjeux-là ne sont pas réunis, à ce moment-là, on va droit dans le mur. Et on l'a vu en France, avec l'échec de la taxe carbone. Là, ça a été, évidemment, il y a eu une contestation sociale très forte, les gilets jaunes, et ça a été parce qu'on a mis des taxes comme ça, boum, sans préoccupation ni de justice sociale, ni de justice spatiale. Bon, et ben, on a pris une fronde qui a duré très longtemps, qui a été très, très durement réprimée. Ça nous a valu toutes sortes de réprobations au niveau international. Je dis nous parce que nous sommes français, donc c'est la France. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de frilosité, en vrai. Il n'y a pas de frilosité sur la limitation des libertés publiques, sur la répression des mouvements sociaux, sur la démolition des conquis sociaux. Donc la frilosité, il n'y en a pas. Il y a une absence de volonté transformatrice sur les questions de décroissance énergétique. C'est-à-dire qu'on diminue progressivement de façon planifiée et en bon ordre notre consommation d'énergie au niveau global. Il n'y a pas vraiment de vision transformatrice. Par contre, il y a une poursuite d'un agenda qui soit néolibéral, et cela même dans un monde qui s'effrite. Merci Antoine. Thierry, tu souhaites réagir sur cette question? Pour Grenoble, il y a une majorité politique claire, avec un programme politique clair, pas de problème au niveau de la ville. Je comprends évidemment, et tout le monde est au courant, il y a des difficultés politiques qui peuvent exister au niveau de la métropole depuis la réélection plutôt de Christophe Ferrari. Bon, tout le monde a suivi ça de près, et je conçois que ça soit tout à fait difficile. La situation n'est pas du tout la même dans le Vercors, rien à voir, évidemment. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que comme les grands problèmes se traitent, qu'on le veuille ou non, de plus en plus au niveau des territoires et moins au niveau des communes, tu les as cités sur le mode humoristique, l'eau, l'assainissement, les déchets, etc. Tout ça, c'est au niveau intercommunal. C'est là qu'il y a les vrais enjeux et les vrais débats avec les collègues qui ne sont pas toujours faciles, parce que chez nous aussi, des fois, ça se frite. Mais c'est là, ce que je vais vous dire, c'était que c'était surtout maintenant à ce niveau-là que les grandes décisions et les grandes orientations se prenaient. Juste cette petite précision. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la base de tout, c'est la question des inégalités sociales. Si on ne règle pas ça, on va dans le mur, j'en suis complètement convaincu. À la fin du mois, avant la fin du monde, pour reprendre la formule consacrée, ça c'est absolument évident. Et tu sais, on le vit aussi sur le territoire du Vercors. On a beaucoup de gens pauvres sur le Vercors, beaucoup. Des saisonniers du tourisme, par exemple, des saisonniers des remontées mécaniques, etc., des agriculteurs qui ont parfois, souvent même, difficulté à joindre les deux bouts. Et puis on voit débarquer des bobos. Ici, on dit les bobos de Grenoble, c'est un peu facile de dire ça, mais des gens qui ont quand même des moyens, qui sont à la retraite parfois, et qui viennent se mettre au grand air et profiter des joies du territoire. Donc, parfois, il y a des réactions un peu dures des habitants d'ici. Ici, on est chez nous, nous, on en chie, vous venez de Grenoble et vous venez profiter du grand air. Donc, on a aussi ces difficultés-là, elles sont très différentes de celles de l'agglo et de la ville, mais la question des inégalités sociales, tu as complètement raison, elle est absolument fondamentale. Totalement raison. Bon, on n'a pas du tout répondu à ta question, d'ailleurs, c'était quoi ta question au départ? Non, la question initiale, c'est vrai que oui, c'est sur la vitesse insuffisante à laquelle on s'engage dans cette transition. Je mets
quadruple guillemets à cette expression. Est-ce que c'est, à ton sens, plus du fait d'élus qui seraient rétifs à ce genre de problématique, ou plutôt d'un discours qui serait inaudible des électeurs, qui fait que c'est simplement impossible de porter un tel discours parce qu'on se prend 0,1% comme résultat. Les élus, enfin, je pense que les élus ont besoin évidemment des citoyens, d'abord pour être élus, comme l'a rappelé très justement Antoine en début de réunion, mais tout au long du mandat, on a besoin d'avoir ce lien. Bon, le fait d'être élu, enfin, je ne sais pas Antoine si tu vis ça comme moi j'ai pu le vivre, ça nous coupe un peu quand même de la vraie vie, quoi, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est un peu, mais malgré nous, hein, parce qu'on ne voudrait pas, mais on y est un petit peu forcé, on est un peu replié dans notre tour d'ivoire, on a beaucoup de réunions, des parapheurs à signer, etc., etc. Et ça nous coupe un peu de la réalité. Alors on a beau organiser des cafés citoyens, des rencontres citoyennes, etc. Dès qu'on a fini la réunion, hop, on retourne à la mairie où vous avez votre pile de parapheurs qui vous attend. Et premièrement, et puis deuxièmement, et ça, il ne faut pas le sous-estimer, dans la vraie vie d'élu, on est quand même très contraint par des procédures administratives. Enfin, j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres reprises. C'est pas parce qu'on est élu qu'on fait ce qu'on veut, quoi. On est toujours dans un cadre juridique, technique, législatif, financier. Tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, tu voudrais faire plein de trucs, mais ton adjoint en finance va dire stop, on ne peut pas cette année parce que la DGF a baissé ou je ne sais pas quoi. Donc on est quand même, nous les élus, hein, la vie qu'on mène, ce n'est pas une vie facile parce qu'on a dit des choses à nos citoyens, on les croise dans la rue, on les croise en réunion, et puis dans la vraie vie d'élus, dans la vraie réalité, il y a tout un ensemble de contraintes de tous ordres qui font qu'on est très souvent, ce qui est très souvent difficile de faire ce qu'on aurait envie de faire. Voilà, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Très bien. Une deuxième question, troisième plutôt question sur ce thème, sur les risques systémiques. Alors, il y a un thème, on peut s'en réjouir, qui a pris pas mal le devant de l'affiche, c'est celui du climat, du dérèglement climatique. Maintenant, pas un jour ne s'écoule sans qu'on voit un grand journal qui en fait une manchette. Bon, et c'est heureux. Je pense qu'un des facteurs d'explication, c'est qu'on commence maintenant à en voir les premiers symptômes. Mais vous savez comme moi que le climat, ce n'est qu'un symptôme d'autres dérèglements, ce n'est pas un problème qu'on peut traiter isolément. Vous avez parlé déjà d'inégalité sociale, on peut parler de démographie, on peut parler de l'anéantissement qui est en cours absolument catastrophique du vivant sur la Terre, des risques liés à la financiarisation du monde. Donc tous ces autres risques, la raréfaction des ressources quand même, c'est aussi à commencer par le pétrole, qui était quand même aussi un des risques majeurs que l'on regarde. Comment analysez-vous cette plus faible visibilité de ces autres enjeux qui font partie de ce système imbriqué de menaces et de risques dans la vie publique? Antoine? Oui, c'est une vraie question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Alors, tu vas dire que je réponds comme un élu, mais non, mais tu ne vas pas le dire parce que, vous le savez, à Dracia, c'est toute la difficulté d'ailleurs de communiquer effectivement la large picture, quoi, l'image complète, en fait, le tableau de bord de l'Anthropocène. En fait, c'est extrêmement compliqué, c'est vite sidérant. On peut vite partir dans des discussions d'ordre technique. On risque de perdre beaucoup de gens. Et puis, on va se le dire très clairement, la plupart, et tous, hein, tout le monde, hein, à des degrés variables, on est plus ou moins sensible aux problèmes qui ont des dimensions très au-delà de celles qu'on connaît au quotidien. Donc, pour sortir un peu de cela, il s'agit, me semble-t-il, de partir du quotidien.
C'est tout l'enjeu là qu'on mène là depuis le début du mois de mars à la ville de Grenoble. Là, on a lancé un nouveau dispositif qui sont attendez, moi je cherche, oui, voilà, les ateliers citoyens de redirection écologique. On travaille avec l'université avec Clermont-Ferrand, l'école de un master à Clermont-Ferrand et le labo de recherche Origins Media Lab. On travaille donc dans le cadre de la refondation des conseils citoyens indépendants, un dispositif de démocratie participative grenoblois. On travaille justement à des ateliers citoyens de redirection écologique. Pour le dire très rapidement, c'est comment, à l'échelle du quartier, plus exactement du secteur de la ville, ça fait 4 à 5 quartiers, comment à l'échelle du secteur, on pense l'atterrissage dans les limites planétaires. C'est-à-dire qu'on est au niveau ultra local, on envisage effectivement les limites planétaires, alors que ce soit les dérèglements climatiques, les cycles du phosphore, de l'azote, l'élévation des océans, enfin, voilà, l'acidification, tout ça. Bref, mais plus largement que ça, comment est-ce qu'à l'échelle du quartier, l'aménagement du quartier, comment les mobilités, comment l'accès à tel ou tel service, ça s'intégrera ou ça s'intégrerait ou ça ne s'intégrerait pas dans les limites planétaires. Et en poussant cette réflexion, en fait, avec des citoyens qui sont tirés au sort, donc on ne prend pas des militants qui sont sur ces questions-là depuis longtemps, ou on ne prend pas on va dire des associations d'habitants déjà constituées. Voilà, on fait confiance à l'aléatoire, au hasard, pour aller demander aux habitants de réfléchir au niveau de leur quartier sur cet atterrissage possible, probable, souhaitable, dans les limites planétaires. Donc voilà, on essaie de joindre effectivement, de penser global et d'agir local. Et tout cela devra fournir une feuille de route pour le mandat, pour les élus de proximité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye. Hein, je ne garantis pas que ça va fonctionner. Hein, mais voilà, c'est d'allier effectivement toutes ces dimensions pour éviter de sortir à la fois toujours des questions, des sempiternelles questions de proximité pure et au-delà des débats théoriques sur l'atterrissage dans les limites planétaires. Là, il s'agit de faire travailler, alors travailler, c'est quelques séances de travail, hein, mais ça reste bon enfant, bien sûr. Et grâce au tirage au sort, une dernière dimension que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'il y a la question de la justice sociale, la question de la justice spatiale, mais il y a la question démocratique. Elle est primordiale. On ne peut pas penser qu'on prendra des grandes décisions de redirection écologique sans qu'il y ait un véritable débat démocratique. Parce que sinon, en fait, ça ne peut susciter que de l'incompréhension, du rejet, et quel que soit le bien fondé des décisions qui sont à prendre. Mais il doit vraiment faire l'objet d'un travail délibératif. Et c'est à cela qu'on essaie de travailler avec ces ateliers citoyens de redirection écologique. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, franchement, le tirage au sort, c'est vraiment le meilleur système. C'est vraiment le meilleur système parce que dans la relation avec les citoyens, dans la façon de travailler ensemble. Parce que soit on a des conseils citoyens, mais qui sont toujours un peu à l'initiative d'élus, ou pilotés un peu par des élus, ou organisés par des élus, et du coup, ben, ils perdent en crédibilité. Ou alors, on a des mouvements citoyens qui se construisent en opposition aux élus. Et à ce moment-là, le dialogue est impossible. Donc, le tirage au sort, c'est vraiment, vraiment, vraiment le meilleur système. Alors, je serais curieux de savoir si ça marche. C'est-à-dire que si les gens qui ont été tirés au sort, ils viennent vraiment aux réunions, combien ils sont dans un quartier qui fait, je sais pas, 20 000 habitants, il y en a combien? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs? Comment vous faites ensuite pour que les autres qui ne sont pas dans ces ateliers soient mis au courant? Ça, c'est terrible. Enfin, faire circuler l'information, recueillir les avis, c'est compliqué. Au-delà du fait que le tirage au sort, c'est un système génial, c'est le mieux, il est incontestable. Mais après, comment vous faites? Combien il y a de citoyens qui se sont vraiment mobilisés? Est-ce qu'ils viennent vraiment, tu vois? Alors justement, en fait, là, on en tirera le bilan avant l'été, enfin, au courant de l'été. Mais en fait, on vise d'avoir, effectivement, ça a commencé en mars, et c'est d'avoir une bonne vingtaine d'habitants par secteur. Alors, ça peut sembler peu, sachant que c'est très compliqué de mobiliser aussi en période Covid. Hein, quand même, ça fait quand même un an qu'on est tous dans une réalité suspendue. Donc, on a voulu aussi maintenir effectivement cet impératif démocratique, même si c'est en situation dégradée, de fait, mais il faut le faire quand même. S'il n'y a pas d'intention, en fait, il ne se passera rien du tout.
Voilà, donc on en tirera le bilan cet été. Et dans tous les cas, avec tous ces groupes, donc c'est environ 120 Grenoblois quand même qui auront été mobilisés pendant 4 mois pour travailler justement sur des feuilles de route pour leur territoire, pour leur secteur en fait. Et c'est ça on en tirera le bilan à ce moment-là, effectivement. J'espère que ce sera une réussite, mais l'histoire nous le dira. Faire attention de pas décevoir. Hein. Enfin, Alors, je ne donne pas de leçon, mais on a quelques exemples avec le Conseil national pour le climat. oui, mais on prend toujours le risque de décevoir, Thierry, hein, tu le sais, en tant qu'élu. Hein, et plus on veut bien faire, et plus on prend le risque de décevoir, en fait. La meilleure façon de ne pas décevoir, c'est surtout ne rien faire et de gérer à la papa ou en bon père de famille, selon la, la, la formule consacrée. Bref, de ne rien transformer. Merci. Eh ben c'est très bien, ces compléments m'amènent assez naturellement sur la question d'après, qui était en fait le thème de cette rencontre. C'est entre des gens comme vous, qui partagez cette sensibilité d'Adrastia et d'autres mouvements sur ces risques systémiques et ce genre de mouvement, comment pouvons-nous vous aider ? Alors, ce n'est pas un langage politique, je veux dire, c'est pas elles se mettent au service de la mairie d'Autran ou de Ripiol, mais simplement aider cet agenda de faire prendre conscience de ces enjeux et de pousser vers plus de résilience. Donc, il y a autour de nous de plus en plus de mouvements qui vont dans ce sens-là. J'en ai répertorié quelques-uns. Donc, moi, je suis très impliqué, par exemple, dans la fresque du climat, une association qui marche très fort, qui a déjà touché 150 000 personnes pour faire comprendre le dérèglement climatique. Il y a le mouvement des shifters, les bénévoles et le Shift Project, tout un think tank initié par Jean-Marc Jancovici pour décarboner l'économie française. On pourrait citer également les greniers d'abondance qui prônent une plus grande sécurité alimentaire locale. SOS Maire aussi, qui essaye d'alerter les maires sur ces risques et de faire intégrer ces risques systémiques dans leur plan de PCS, c'est ça, les plans DICRIM. Le DICRIM aussi, oui, d'accord. Voilà, donc et la liste pourrait continuer ainsi. Ma question, c'est donc comment est-ce que des mouvements citoyens comme ceux-là peuvent vous aider et quelle synergie peut-on entrevoir? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces mouvements? Quelles sont les attentes qui ne sont pas remplies, justement? Thierry, à toi l'honneur. Bon, écoute, on parle local. Hein. Donc, moi, vous l'avez compris, je ne me suis pas représenté aux dernières élections municipales, mais ce n'est pas pour autant que je vis une vie paisible de retraité chez moi, mais au contraire, je suis dans plein d'associations nationales ou locales. Alors, pour parler du local, je suis rentré dans une association qui s'appelle Verteco, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, Mathieu, et je trouve que c'est pas mal ce qui se passe dans cette association, malgré toutes les imperfections, évidemment, hein, et toutes les critiques qu'on peut lui faire, c'est de savoir allier, je dirais, l'écologie du quotidien. Ça va des jardins, voilà, c'est des choses très concrètes et très, oui, pratico-pratiques. Et aussi, ça n'a pas encore vraiment démarré à cause de ce fameux Covid, mais la nécessité de réfléchir. Je ne sais pas si tu ressens ça, Antoine, à Grenoble, mais très souvent, être élu, ce n'est pas une sinécure. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Samedi, dimanche, c'est fait carillonner. Hein. Bon, c'est non-stop. Et à force d'être le nez dans le guidon, on finit par ne plus réfléchir tellement on est pris par les tâches du quotidien. Et je me suis dit que, avec d'autres, hein, à Vertico, on s'est dit qu'organiser de temps en temps alors on va dire des conférences ou des débats qui permettraient aux élus peut-être de lever un peu le nez du guidon, ça pourrait être utile. Donc Adrastia en fait partie, et d'autres auxquels on a pensé. Mais je pense que c'est intéressant de donner cette possibilité aux élus. Donc, vous venez, on fait une soirée sur, je ne sais pas quel thème, l'eau, par exemple. Tiens, ça pourrait être intéressant. Et on fait venir un expert, un spécialiste de ces questions-là. Et là, on ne fait pas de politique. Hein. On est tous ensemble et on essaie de réfléchir ensemble avec une parole d'expert sur une thématique particulière. Et je pense que les élus que j'ai été, que Antoine est encore,
On a besoin de ces temps où on arrête de bosser, comme des malades, là, pour un peu réfléchir et prendre un peu de hauteur. Et précisément faire de la politique, parce que se réunir tous ensemble, réfléchir tous ensemble et en mettant le nez hors du guidon, réfléchir aux affaires de la cité, c'est faire de la politique, c'est dans le sens noble du terme, effectivement. Absolument, ouais, on s'est bien compris. Mais ouais, non, mais la place des mouvements, des citoyens organisés en collectif, hein, que ce soit des associations, que ce soit le mouvement social, le mouvement climatique. Alors, souvent, c'est des logiques différentes de celles des élus. Les élus sont là ont été élus sur un programme, sur des engagements, sur une trajectoire. Donc, ils seront jugés sur leur capacité à l'avoir réalisé en tout ou partie, avec quels moyens, de quelle façon. Enfin, voilà, ils seront jugés là-dessus. Alors que les collectifs citoyens généralement ont un objet précis qu'ils défendent et qui cherchent à diffuser dans la société et parfois, voire même souvent, venir interpeller les élus d'une façon plus ou moins bienveillante, plus ou moins constructive. Ça, c'est très variable. Hein. Je mets un peu tout dans un grand sac. Là, je vais dégrossir progressivement, rassurez-vous. Mais voilà. Et donc, la fonction est différente. La fonction est différente. Je crois que les collectifs citoyens, l'importance cruciale sur la question des risques systémiques, effectivement, c'est sensibilisation, information, échange. Tout ça, ce sont des activités qui sont extrêmement importantes, qui sont relativement à bas bruit, qui sont peu spectaculaires, mais qui sont essentielles parce que ça permet aussi de nourrir une réflexion qui individuellement, progressivement peut devenir collective et peut précipiter, dans le sens chimique du terme, à certains moments quand il s'agit de délibérer, ou en tout cas quand on doit être consulté sur tel ou tel sujet. Voilà. Je crois que c'est ce rôle d'information, ce rôle de sensibilisation, ce rôle de mobilisation, le fait de nourrir aussi des imaginaires qui soient collectifs, qui soient justes, qui soient socialement justes, qui soient environnementalement soutenables. Ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Ce n'est pas forcément le rôle des élus de nourrir des imaginaires, même si certains le font, et je pense que c'est important de le faire aussi. Moi, il me semble que la fonction du politique, c'est justement de proposer un récit collectif, voilà, si possible, qui soit juste et qui soit soutenable. Tous ne le font pas. Voilà. Pour moi, la mission du politique, c'est pas de gérer en bon père de famille. Ça, il n'y a pas besoin d'élus pour ça. Hein. Les techniciens savent très bien faire. Hein. Donc, on peut se passer d'élections et on laisse faire la technosphère. Hein. Elle saura faire. Hein, si c'est juste gérer business as usual. Non, la fonction du politique, c'est de transformer. Les collectifs citoyens, notamment, alors souvent, les relations entre les élus et les collectifs citoyens, elles se font souvent, pas toujours, c'est pas une règle forcée, mais tendanciellement, elle se fait plutôt de façon conflictuelle. Alors, c'est plus ou moins agréable ou désagréable, hein, mais elle se fait plutôt, généralement, les collectifs citoyens, c'est pour dire ah, mais vous n'avez pas fait ceci, ah, mais pourquoi vous avez fait cela, voilà. Et je dis très simplement. Et il y a aussi des questions de culture, d'histoire militante aussi, qui sont souvent des héritages et qui font que les modes d'interpellation sont plus ou moins piquants. Voilà, je le dis. J'ai beaucoup pratiqué, moi aussi. Et même en ayant beaucoup pratiqué, c'est toujours aussi étonnant de voir que d'autres le pratiquent sur soi. On dit, attends, mais c'est gentil, là. Ah, mais on s'en fout, c'est gentil. Mais oui, mais je suis gentil. Ouais, mais non, tu es un élu, donc... ah bon, d'accord. Voilà, bon, ouais. Si, c'est toujours curieux. Mais voilà, vraiment, les fonctions ne sont pas les mêmes, il me semble, entre les collectifs et les élus. Il doit y avoir des porosités, il doit y avoir du débat, surtout. Il doit y avoir un débat qui soit riche, qui soit nourri, si on veut que, au final, globalement, on puisse avancer. Je crois qu'il faut savoir s'extraire de la confrontation pure. Alors, je dis ça, c'est quand il y a des élus qui vont dans une trajectoire qui va à peu près bien et des collectifs qui poussent pour que ça aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort ou pour que ça bouge un peu. Là, il me semble qu'il faut arriver à nourrir des liens de travail fructueux. Après, on peut avoir des situations où on a des élus qui sont à fond pour réouvrir la carrière ici, pour faire passer une autoroute parce que ça va être une vraie chance pour le territoire, je ne sais pas quoi. Et là, on a des collectifs qui sont contre, effectivement, qui sont tout à fait contre cela. Bon, là, il faudra discuter, mais ce sera difficile de s'entendre, en tout cas.
En fait, ce que tu abordes là, Antoine, c'est le très vieux débat entre démocratie représentative et démocratie participative, quoi. Alors, la démocratie représentative, je vous donne mandat et pendant 6 ans, vous faites ce pourquoi vous avez été élu, vous essayez et puis on se retrouve dans 6 ans. Bon, ça, c'est complètement nul, plus personne ne fait ça. Bon. Et puis la démocratie participative où, alors je caricature aussi, hein, tout le monde s'occupe de tout, tout le temps. Bon, et ça marche pas. Donc, trouver le bon équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative étant chronophage comme c'est pas permis, hein, et très, très, très dur aussi à vivre pour les élus. Le bon équilibre entre les deux, c'est là que tout se joue finalement. Les élus ont été élus, ils ont une responsabilité. Les citoyens, c'est eux qui les ont élus, ils ont aussi une responsabilité. Ils ne se déchargent pas sur les élus de la gestion de la ville ou de la commune, quoi, pendant 6 ans. Mais trouver le bon équilibre, c'est très compliqué, quoi. Et je ne sais pas si tu as une solution, mais enfin, moi, Non, il n'y a pas de solution. Il y a une pratique, il y a des tests, il y a des essais, il y a des expérimentations, il y a des ateliers citoyens de redirection écologique. Enfin bref, essayer de nourrir l'intelligence collective, ça passe effectivement, c'est une forme de démocratie collaborative. Je ne sais pas, il y a des choses à tester, il y a tellement de choses à tester. Il y a aussi beaucoup d'exemples dont on peut s'inspirer, hein, d'ici ou d'ailleurs, hein. Il y a des formes de fédéralisme. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question, à la question communaliste, à la question municipaliste, hein, que ce soit dans l'histoire sur des premières communes jusqu'à ce qui se passe actuellement là, dans le nord-est syrien. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement puissantes et dans des contextes autrement plus dégradés que les nôtres. Donc voilà, il y a quand même des... il faut essayer, il faut tester, il faut se donner le droit à l'erreur, il faut éviter que les erreurs nourrissent des ressentiments et provoquent de trop grands dommages, voire même pas de dommages du tout si possible. Mais voilà, il y a des choses à trouver. On s'éloigne de la question stricte des Oui. risques systémiques, là, hein, Alors, clairement. ma question, c'était, je La repense, question démocratique, elle est vraiment au cœur, quoi. je pense en vous écoutant à la fameuse déclaration de Nicolas Hulot quand il a donné sa démission en direct sur France Inter et en salle montant, mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais elles sont où mes troupes? Et donc, sur cet agenda de mettre sur la table, de mettre plus haut sur la pile ces risques systémiques, est-ce que vous avez des troupes? Est-ce qu'il y a des meilleures façons de mobiliser les troupes que les mouvements comme les nôtres peuvent représenter? Alors, tu sais, juste un petit exemple. Alors, je rebondis d'abord sur ce qu'a dit Antoine en terminant son propos, et qui est très important dans la bonne relation qu'on peut avoir avec nos concitoyens. C'est le droit à l'erreur. Se donner la possibilité de se tromper et reconnaître qu'on s'est trompé. Ça met un lien avec les gens qui est totalement nouveau et intéressant. Ce n'est pas l'élu, je sais tout, j'ai la science infuse, je vais vous apprendre la vie et puis vous allez faire ce que je vous dis. Essayez, réussir ou échouer, reconnaître qu'on a échoué, pourquoi, comment, etc. C'est vraiment très important. C'était juste pour ce que tu disais, Antoine, en terminant ton propos sur le droit à l'erreur. Accepter de se tromper et reconnaître en toute modestie et humilité qu'on s'est trompé. Bon, je pourrais en citer plusieurs exemples dans mon mandat précédent. Par exemple, le déplacement du marché. Alors, c'est très important dans un petit village, un marché. Il est où le marché? Alors, on a décidé de le ramener au centre du village parce qu'il n'y était pas. Et on a dit, on va essayer l'été, puis si ça marche, on continuera l'automne. Ouais, mais l'hiver, il va y avoir de la neige. On continuera à essayer et on fait un tour de piste là, d'une année complète sur les 4 saisons. Et à la fin, on en tirera les conséquences. Et si on s'est trompé, on reconnaîtra tous ensemble qu'on s'est trompé et on remettra le marché là où il était initialement. Ou alors, on sera tous d'accord pour dire que c'est bien et il restera au centre du village, puisque c'était ça la question. Et quand vous arrivez à faire partager une décision aussi importante dans la vie concrète des gens, hein, le marché, c'est un lieu de convivialité extraordinaire, vous avez gagné parce que c'est plus votre politique à vous, maire ou élu, c'est la politique de tout le monde, élus et citoyens, réunis. Antoine? Ouais, sur la question des troupes, tu prenais l'exemple de Nicolas Hulot. Oui, alors Nicolas Hulot, c'est un peu une singularité quand même. C'était pas un homme de parti, c'est pas un homme qui venait d'un milieu militant. Il n'a pas de
de troupes, pour reprendre cette allégorie assez militaire, quoi, mais et encore moins du côté de l'écologie politique, à parler de troupes, tu vas être reçu. Et il avait tenté effectivement d'être désigné comme candidat à l'élection présidentielle, ça n'avait pas du tout marché, quoi. Ils avaient, du coup, les camarades écologistes avaient choisi Eva Joly. Bon, ça n'a pas beaucoup plus marché. Mais bref, pourtant, mais c'était une candidate de qualité. Mais Nicolas Hulot, c'était d'abord un produit de la télévision. Voilà. Et il a été recruté par Macron parce qu'il est une personnalité appréciée des Français, ce qui est sans doute probablement vrai. Mais il n'avait pas de troupe. Il n'avait personne. Il n'avait jamais fait vraiment une manif. Enfin, j'y vais un peu fort là, Non, mais mais voilà. je vais prendre un autre exemple, Antoine, je vais me mettre interrompre là. En t'écoutant sur les ateliers de redirection écologique que tu as décrits, et d'ailleurs, j'ai des proches j'ai certains de mes proches qui en font partie, donc je vais suivre ça de près. Je pensais à l'ouvrage de Rob Hopkins sur les territoires villes en transition, je crois. Voilà, c'est ça, où il préconisait que des mouvements citoyens se mettent en œuvre, se mettent en route pour construire justement un plan de transition écologique, etc. Et embarquer les élus au passage s'ils voulaient, quoi. En fait, la façon dont je le comprends, c'est qu'en fait, vous faites ça, vous faites ce même genre de chantier sur l'avenir, mais piloté par la mairie. Et donc, là où d'autres l'ont initié de façon citoyenne en essayant d'embarquer les politiques au passage. Donc, en fait, il y a peut-être des synergies à créer qui n'est plus supérieures à ce qui se fait actuellement. Mais complètement. Mais là, après, on est dans un cas un peu. Je ne dirais pas que Grenoble est une exception, loin de là d'ailleurs. Elle était déjà un peu plus en 2014. Nous, la difficulté qu'on a eu en 2014, c'est qu'on voulait faire la transition, mais qu'il y avait très peu de citoyens qui voyaient de quoi on voulait parler. Ah oui, le manuel de transition de Rob Hopkins, c'est comment des citoyens qui sont saisis par l'imminence de la raréfaction des énergies fossiles et le dérèglement climatique, la conjonction des deux égale risque très fort de catastrophe ou voire même d'effondrement, comment des citoyens s'organisent, pour dépasser la sidération, pour se mettre en mouvement, pour interpeller les élus et obtenir des transformations dans leur lieu de vie, une petite ville, un quartier, une rue, et obtenir des choses qui permettent effectivement de se mettre en mouvement. Voilà, c'est ça le processus de Rob Hopkins. Là, ce qu'on a, c'est qu'on peut avoir des endroits où il y a des élus qui sont, eux, intimement persuadés de la nécessité absolue de changer de modèle de développement, de modèle de redistribution, de changer les infrastructures, de changer les mobilités, de changer toutes sortes de choses, mais que, par contre, les citoyens restent à convaincre, ou en tout cas, s'ils ont été élus, c'est qu'il y a quand même une majorité de gens qui étaient plutôt d'accord avec ça, dans les grandes lignes, mais entre être d'accord dans les grandes lignes et quand après, on commence à arriver au niveau comment ça se passe devant chez soi, qu'est-ce que mangent les loupiaux à l'école, des choses comme ça, là, on commence à rentrer dans le dur. Et là, ça peut être plus difficile. Et effectivement, c'est là qu'interviennent effectivement les collectifs de citoyens organisés, les associations, les syndicats, et qui peuvent, et justement, grâce à leur travail aussi d'éducation populaire, aussi, et qui permettent aussi d'augmenter progressivement les thématiques qui sont dans la société et de créer, je dirais pas de l'acceptation de mesures, mais au contraire, de réclamer des mesures qui permettent d'aller mieux, quoi. Des mesures qui permettent que collectivement, on se construise des avenirs qui soient justes. Et ça, c'est important, ça me semble essentiel. Alors, est-ce qu'on a des troupes? Parce que c'était ça ta question, Mathieu. Alors, parfois, je suis un peu pessimiste et quand je vois les intentions de vote pour les élections départementales ou régionales, je suis un petit peu inquiet quand même. En même temps, quand je reprends le moral, je me dis qu'on a sans doute plus de troupes qu'on l'imagine. Juste un petit exemple. On a fait venir dans le Vercors 2 fois Pablo Servigne. Une fois à Autran, donc Vercors Nord, et une fois à la Chapelle, Vercors Sud. Les 2 fois, dans des salles qui étaient très grandes pour nous, à notre petite échelle, on a fait salle comble. Mais salle comble, quoi. Le gymnase de la Chapelle, plein. La grande salle de l'Escandille, pleine. Donc, je me dis quand même, et ça c'est quand même un motif d'espoir, des gens qui se posent des questions qu'Antoine et moi on se pose, il y en a sans doute beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, quoi. Et c'est quand même réconfortant, même si les intentions de vote sont ce qu'elles sont. Merci. Alors, je regarde l'heure. On va tâcher de prendre du temps pour des questions issues de l'audience.
Alors, est-ce que mes acolytes Magali et Pierre ont déjà sélectionné des questions qu'ils trouvent intéressantes ou ils comptent sur moi pour que je les choisisse? Je peux en donner quelques-unes. Il y en a beaucoup, hein, des questions. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Magali. Alors, la première question de Elisabeth, c'est: avez-vous le sentiment que la population est consciente des risques systémiques? Alors, on a un petit peu des débuts de réponse. Antoine a parlé d'une équipe élue sur ces thèmes. Donc, ce serait plutôt oui. Et puis Thierry, qui a d'autres expériences. Est-ce que vous voulez compléter? Est-ce que la population est consciente des risques? Allez, un seul des deux. Vas-y, Antoine. Bon, c'est gentil. Moi, il faut faire attention avec le terme de conscience. Parce on croit tous être plus ou moins conscient de telle ou telle chose, mais voilà. Il faut qu'on fasse attention au terme. Est-ce que la population, je ne sais pas ce que c'est que la population, je crois que on prend conscience des risques qu'on peut avoir souvent près de chez soi. Quand on habite près d'un barrage, on a plus conscience du risque d'inondation que quand on vit très loin de l'eau ou d'un fleuve qui déborde ou quoi que ce soit. Quand on vit en montagne, on a plus conscience de risque d'avalanche. Quand on vit dans le Vercors, on a plus conscience du risque de stress hydrique à terme. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que la population est consciente? Elle ne l'est jamais à un instant T. C'est toujours que il s'agit au contraire d'augmenter, en tout cas pour Grenoble, la culture du risque et de l'entraide. Ça fait partie des missions que j'ai, que le conseil municipal et le maire m'ont fixé. Et un exemple. Pour la première fois à Grenoble, il y a eu une réunion il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai plus notion du temps, pardon, entre les services de l'État, donc la préfecture, un industriel, la ville de Grenoble et des habitants. Et c'était la première fois qu'on avait cela. C'était concernant un site industriel, Céveso, niveau haut, à Grenoble. On a plusieurs risques à Grenoble, hein, dont le risque nucléaire d'ailleurs. Et voilà. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et moi, je l'ai monté un peu naïvement en disant bah oui, bah tiens, on va faire une réunion publique d'information, tout le monde va pouvoir parler de ça. Et c'était la première fois que ça avait été fait. Et je tombais un petit peu dénu. Je suis là, bon, pourtant, ça me semblait évident. Donc, ce qui peut sembler évident pour les uns ne l'est pas pour les autres. Donc, c'est la première. On en fera de nombreux autres. Hein. Mais augmenter le niveau de culture du risque et de l'entraide, je lis toujours les deux parce que on ne répondra pas à tous les risques uniquement par un État ou des autorités qui ont tous les pouvoirs magiques. Hein. Il s'agit surtout aussi de nourrir l'entraide, le désir d'entraide, la capacité d'entraide, du niveau familial, au niveau de la barre d'immeubles, il y a beaucoup d'immeubles à Grenoble, au niveau du quartier, voilà, et progressivement, par cercle concentrique, créer cette culture qui permettent déjà d'être plus vigilant sur les risques en règle générale et d'être aussi plus propice à s'entraider. Voilà. Donc, work in progress, ce sera un éternel travail, je pense. Vas-y, Magali. Une autre? Avec le micro? Pardon. Une autre question sur les risques, justement. Plusieurs questions, une de Luc, une d'Elisabeth. Avez-vous pu hiérarchiser les risques pour la collectivité? Ou bien Grenoble élabore-t-il un DICRIM sur le risque alimentaire? Et les actions, risques et actions. Actions prioritaires pour développer rapidement la résilience du territoire, quelles sont-elles? Voilà. Alors, je vais peut-être juste répondre, parce que, bon, encore une fois, je ne suis plus élu, donc ça serait plutôt à Antoine de répondre, mais DICRIM et plan communal de sauvegarde, c'est des obligations hein, qui sont faites aux collectivités locales, mais moi j'ai été vraiment déçu, pour ne pas dire plus, de voir le très faible intérêt, voire l'indifférence totale par rapport à notre plan communal de sauvegarde. Des habitants? Vraiment, on a l'impression que tout le monde, ça n'intéresse personne. Ou alors ça fait peur et les gens préfèrent ne pas regarder. Mais quand on fait une réunion d'information sur un PCS, vous avez 3 pelés et 2 tendus, quoi. Alors que c'est absolument fondamental. Donc ça c'est aussi une difficulté. Vous voyez, nous, en tant qu'élus, on est conscient des difficultés et des risques. Normalement, les réponses aux risques potentiels, ils doivent être consignés dans un plan communal de sauvegarde ou dans un DICRIM. Mais quand on essaye de parler de ça aux habitants, ça n'intéresse personne. C'est terrible. Hein.
C'est pour ça qu'il y a d'autres formes aussi à trouver. En utilisant effectivement l'éducation populaire, en utilisant le monde du spectacle, en utilisant aussi, nous, on va essayer de travailler aussi au niveau du périscolaire. Voilà, et donc travailler avec des jeux, pour les petits, des serious games pour les grands. Là, j'ai discuté encore l'autre jour avec le directeur des Tranquillités de Grenoble. Pourquoi pas convoquer l'imaginaire zombie, hein. Il l'avait fait aux États-Unis, hein, au début des années 2010 pour la culture du risque. Ils avaient convoqué tout l'imaginaire zombie. Si vous êtes prêt pour une invasion zombie, vous êtes prêt pour faire face à une inondation, incendie. Voilà. Donc, c'est intéressant. Il y a d'autres formes que la réunion descendante pour parler de la question des risques, parce que tu l'as dit, Thierry, hein, quand on parle des risques, la plupart des gens ne préfèrent pas trop dire c'est pas mon affaire, machin. D'autres sont là pour s'en occuper, voilà, parce qu'on se sent vite démunis. Alors, pour répondre à la question, Magali, qui était posée sur la hiérarchisation des risques, sur l'inclusion du risque alimentaire dans le DICRIM. En ce qui concerne la ville de Grenoble, nous sommes actuellement en train de cartographier l'ensemble des risques, mais classés par risque d'occurrence aussi. Et nous lançons, donc là je ne sais pas si je devrais en parler parce que ce n'est pas encore public, mais ça reste entre nous, hein, bien sûr. On est en train de lancer effectivement, en train de se mettre en place, en tout cas on est en train de recruter les personnes qui vont bien pour ça, pour monter une stratégie de résilience de la ville de Grenoble, donc à l'instar de ce qu'avait fait Paris et d'autres grandes villes, hein, d'Europe et du monde, pour effectivement, donc déjà, balayer l'ensemble des vulnérabilités, en tout cas celles qu'on peut connaître, les vulnérabilités, et pas simplement en silo, mais systémiques, hein. Je parlais effectivement des vulnérabilités à long terme, mais aussi des effets dominos possibles. Voilà. Et donc, mettre en place effectivement des plans d'action. Donc, c'est un travail qui est en cours à l'heure actuelle, qui ne sera jamais terminé par définition, parce que ce sera toujours… voilà. Mais j'espère que nous pourrons en présenter une première version. Et là, je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne vois pas annoncer de date. Mais j'espère qu'on pourra en présenter une première version l'année prochaine lors de Grenoble, l'année Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Du coup, ça répond aussi pour la question alimentaire dans le DICRIM. C'est quelque chose qu'on a clairement, effectivement, dans le viseur. Ça fait partie des vulnérabilités. J'ai cru voir tout à l'heure passer, là, parce que je regardais rapidement là, sur Facebook, la question, effectivement, de l'outil Cratère de simulation de résilience alimentaire du territoire. Donc, moi, je l'ai fait. Hein, comme tout, je l'ai même fait en avant-première parce que les sympathiques personnes des greniers d'abondance avec qui je suis en relation m'avaient envoyé une première version bêta à tester. Et effectivement, en Grenoble, on part de très, très loin. Enfin, on est totalement hétéronome d'un point de vue alimentaire. Il y a tout à construire. Donc, il y a une vulnérabilité là, donc elle sera inscrite alors pas forcément dans le DICRIM, on est en train de voir effectivement où est-ce que c'est le plus pertinent de l'inscrire. Je sais qu'il y a une SOS Mère, hein, qui milite à fond pour qu'on mette ça dans le DICRIM. Ça s'adresse surtout aux communes rurales. Quand on est une ville-centre entourée d'autres villes, c'est pas forcément pertinent. Mais bref, ça c'est que de la pardonnez-moi, de l'administratif et du réglementaire. Ce qui est important, c'est de mettre en face un plan d'action et de travailler donc à la résilience du territoire, à la résilience alimentaire. Ça, c'est fort. Ce que je dois, moi, monter, en tout cas, c'est un réseau de fermes urbaines sur la ville de Grenoble. Ça prendra bien plus d'un mandat, bien entendu. Je le commence, ce n'est pas moi qui le terminerai. On a déjà 2 fermes sur le territoire grenoblois, une troisième là, qui va pousser dans l'année. Et après, il va s'agir de créer beaucoup d'autres unités de production alimentaire, pas simplement de façon maraîchère et sur des parcelles de pleine terre, mais aussi d'autres formes, que ce soit dans des caves, des parkings. Enfin, voilà, on va travailler à toutes sortes de choses. On vient enfin de recruter quelqu'un là qui va nous aider à travailler là-dessus à la ville. Donc voilà, donc face au risque alimentaire, effectivement, un plan d'action. Ça ne permettra pas d'être totalement autonome d'un point de vue alimentaire. Loin de là, les échelles de grandeur ne correspondent pas du tout. Parce que là, on sera plutôt au niveau du PAIT, du projet alimentaire interterritorial. On travaille notamment avec le parc naturel du Vercors, avec la Chartreuse, avec le Grésivaudan. On travaille avec toutes les collectivités tout autour pour effectivement avoir en bonne intelligence adresser la question alimentaire. Voilà, plutôt sur des bases de durabilité à la base, mais progressivement, on va travailler sur la question de la sécurité alimentaire. Okay. Voilà. Merci. Magali, une autre. Une autre question de Bruno qui demandait comment gérer la frustration et le sentiment d'être seul avec son bâton de pèlerin, notamment quand il lui est jeune élu et il a ce travers de tomber dans la routine quotidienne dont parlait Thierry tout à l'heure.
le parapheur assigné et dans cette routine quotidienne, de ne pas avoir le temps de faire des choses. Voilà, comment gérer cette frustration? Allez, celle-là est pour Thierry, alors. C'est une super question, hein, mais la réponse est loin d'être évidente. Je l'ai dit tout à l'heure, le métier, entre guillemets, hein, d'élu, c'est un métier extrêmement prenant, complètement passionnant, hein, mais très chronophage, etc. Et quand on est sur des approches comme les nôtres, avec Antoine, on se sent très souvent isolé. Alors comment il faut faire? Eh bien, il faut prendre le temps de la réflexion, le temps du recul, pas être constamment dans la gestion, l'administratif, et refaire un peu de la politique au sens noble, c'est-à-dire reprendre le contact avec les citoyens, avec d'autres collègues, parce que ce que dit Bruno, puisque je crois que c'est comme ça que s'appelle cette personne, il faut que Bruno sache qu'il y a beaucoup d'autres élus qui sont dans la même, qui vivent la même difficulté, probablement, enfin, c'est même sûr, hein, dans d'autres conseils municipaux. Et ça peut être bien aussi d'aller voir ce que font les autres et quelles difficultés ils rencontrent et comment ils font pour s'en sortir. On s'en sort jamais seul, hein. Ça, c'est une certitude. C'est en discutant avec d'autres qui traversent les mêmes difficultés, le même désarroi qu'on peut s'en sortir. Très bien. Une question de Cluster Jura. Comment sensibiliser à large échelle les élus des communes, des EPCI, donc plutôt des communautés de communes, des métros, sur les enjeux systémiques, plutôt qu'ils ne voient potentiellement que le problème du réchauffement climatique? C'est une question dans la question, afin qu'ils puissent piloter des actions adéquates et non en partie contre-productives. Moi, si j'avais une suggestion à faire, ce serait de partir des vulnérabilités à chaque fois du territoire. On en avait beaucoup discuté avec Pierre Emery, qui a été élu local dans le Nord-Isère à une époque. Et je ne vais pas parler à sa place, hein, ça sera peut-être intéressant un jour de lui poser des questions. Il est sur Zoom, donc on va le faire intervenir. Oui, Pierre, mais effectivement, c'est une difficulté qui rejoint la première, hein, d'ailleurs. Hein, comment est-ce qu'on fait quand on est seul avec son bâton de pèlerin face à la routine quotidienne et puis des regards parfois d'Omer Lanfry, d'autres collègues, hein, quand ils nous voient parler des risques systémiques. Donc, je crois qu'il faut partir effectivement des risques. Voilà, quand on est, j'imagine, hein, je fais de la pure fiction, mais dans une commune rurale et essentiellement agricole, la question du stress hydrique, la baisse des rendements agricoles, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas interpeller. Ça ne peut pas ne pas interpeller. Et de toujours la relier à autre chose, que ce soit effectivement au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, à l'accès de la population locale à une alimentation de qualité, permet effectivement de réintroduire de la politique au sens du terme, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, collectivement si possible, et le faire de façon systémique, c'est-à-dire ne pas simplement du coup, irriguer à fond en allant taper dans la nappe ou en asséchant le canal qui passe pas loin et dont dépendent déjà beaucoup de gens en aval. Donc il s'agit effectivement de trouver des ressorts en partant du territoire, en partant des préoccupations de la population locale et arriver à faire système. Voilà. Je crois qu'il faut essayer de faire ça et parmi les choses à ne pas faire, ce serait, j'imagine, d'avoir des discours qui soient trop globalisants. Et parce qu'à trop globaliser, même si on a raison, mais à trop globaliser, on peut perdre très rapidement son auditoire, passer pour un Uberlu, un sachant déconnecté. Voilà, donc il y a toutes les caricatures qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, vraiment partir des préoccupations ultra locales pour justement après retisser et reglobaliser, resystémiser. Et pour les élus, il y aurait sans doute un gros effort à faire au niveau de la formation des élus. Hein. Parce que si vous regardez le catalogue des formations qui sont proposées aux élus, c'est malheureusement très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des formations très techniques. On va vous former à l'urbanisme, on va vous former aux finances, à la fiscalité. Bon. Mais des formations sur ces thèmes-là, à ma connaissance, il n'y en a pas. Hein. Et c'est bien dommage. Je vais faire une page de pub là, de quelques secondes. Je paierai les droits publicitaires.
sur la fresque du climat qui lance une initiative pour toucher justement les conseils municipaux, les conseils locaux, à former tous les élus au risque du climat, en fait. Mais on ne peut pas dire jusqu'à maintenant que ça soit couronné de succès. Hein. On se heurte à beaucoup de portes closes. Si tu permets, Magali, je regarde aussi la liste dans le peu de temps qui nous reste. Moi, je prendrais bien la question de Cyprien, qu'on salue au passage. À un moment où la pression médiatico-politique contre les élus écolos est forte, hein, CF, le dernier en date qui me revient, c'est la pauvre maire de Poitiers avec cette histoire d'aérodrome. Comment assumer publiquement ce rapport à la catastrophe sans risquer de faire l'objet de la prochaine mise au pilori? Allez, tiens, Thierry, on te donne la primeur. Antoine, c'est lui qui est visé. Ouais, bon, alors Antoine, s'il préfère répondre. Je compléterai. Disons que moi, je suis encore exposé, et moins toi. Alors, la question, comment avoir une posture de catastrophiste éclairé sans, encore une fois, à la Jean-Pierre Dupuis, hein, c'est sans aucune prétention, sans être mis au pilori? On prend toujours le risque d'être mis au pilori, toujours. Mais moi, je vois bien l'évolution des discours quand même, en très peu de temps, parce que sur les 5 dernières années, la posture catastrophiste n'est plus une posture du hurluberlu dans le débat public. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de rationalité dans ce monde. On en doute tous les jours un peu, mais ça fait quand même du bien. Non, je pense qu'il s'agit toujours relié. Pour moi, il s'agit d'être cohérent. Déjà, toujours s'appuyer sur le territoire. C'est-à-dire de quoi on parle. En tant qu'élu local, on ne s'attend pas forcément à ce que vous fassiez des grands discours sur la marche du monde. Voilà, comme tonton Gégé au repas du mariage, là, une fois quand il a un peu trop bu, quoi. Non, il s'agit quand même d'être ancré dans le territoire, partir des problématiques, effectivement, de politiser, dans le sens noble du terme, à partir de ces problématiques, et effectivement, d'avoir les yeux grands ouverts sur les défis. Moi, je parle rarement d'effondrement, typiquement. Enfin, j'ai pu le faire à un moment, mais très rapidement, en fait, on n'attend pas d'un élu ou d'une élue que ce soit quelqu'un qui soit persuadé que le monde tel que l'on connaît va s'effondrer. Ça, c'est quand on élit des gens, c'est-à-dire qu'on leur remet, on leur délègue du pouvoir politique. Donc, on ne s'attend pas à ce que ces gens-là soient des gens désespérés. Ce n'est pas parce qu'on appréhende l'effondrement qu'on est forcément désespéré. Mais pour le commun des mortels, effectivement, il y a forcément une phase de désespoir. Donc, on ne s'attend pas à ce que ceux qui président à nos destinées soient désespérés. Ça, ce n'est pas bon signe du tout. Voilà. On attend aussi des élus qui portent un discours, qui portent un récit, plus qu'un discours. Hein. Je parle d'un récit il faut qu'ils y croient, bien sûr. Il faut qu'ils en soient pénétrés. Moi, j'y crois. Hein. Moi, je crois sincèrement. Oui, non, mais un espace juste et sûr pour l'humanité. Voilà. Je ne dis pas qu'on va l'atteindre. Mais je dis mais je pense que ce à quoi faisait référence Cyprien, c'est qu'on peut voir dans les débats publics la façon dont ça se clive, l'histoire des cantines, des menus végétariens à Lyon, l'histoire à Poitiers, ça. C'est du bruit. Oui. C'est pas du débat, c'est du bruit. C'est-à-dire que voilà, il y a une menace écologiste face à Macron, donc haro sur les écologistes, quels qu'ils soient, hein, au niveau local comme au niveau plus large, mais comme ça, c'est du bruit, c'est de l'agitation politique. Ce n'est pas du débat, c'est du bruit. Voilà. Je sais, je n'aurais peut-être pas balayé ça d'un revers de main, mais moi, je ne me suis pas candidat à une élection. Voilà, j'ai été élu. Je ne prétends pas me présenter à nouveau, hein, chacun son tour. Mais ça, c'est du bruit, ce n'est pas du débat. Je crois que dans les moments où il y a des vrais débats, on peut avoir des positions qui sont effectivement assez lucides sur l'état du monde. Je prétends que c'est possible, effectivement. Merci. Allez, Magali, on prend une dernière question. Laquelle choisis-tu? Une dernière question, eh bien… On ne saura jamais quelle est la dernière question de Magali. Au moins qu'on la récupère. Attendez. Allez, vas-y. Alors, c'est sur les actions dont on a déjà parlé, avec là 2 idées qui sont évoquées. Une action par Isabelle au sujet de passer par les entreprises et de sensibiliser les salariés en organisant des ateliers éco-responsables pour qu'ensuite
les salariés s'emportent des bonnes actions et puis le refassent ensuite aussi au sein de leur famille et de leurs amis. Et une autre action dont parle Luc, qui est l'action de Ron Finlay à Los Angeles, qui a recréé du lien en végétalisant la ville à outrance. Et Luc remercie par là même de développer sur Grenoble des initiatives comme 1000 pousses agro-urbanistes dans le parc de l'Edilière. Donc, des idées d'action. Qu'en pensez-vous? Que du bien. Pour ma part, Allez, tiens, je Antoine. sais ce que tu penses, mais effectivement, la question des entreprises, là, les communes rentrent rarement dans les entreprises, hein, sauf pour une inauguration quand il y a des nouveaux locaux, mais c'est plutôt une sphère un peu séparée. On peut le regretter d'ailleurs. Et voilà. Par contre, des initiatives typiquement comme Capitale Verte Européenne, hein, ou le fait que Grenoble sera Capitale Verte Européenne, permet aussi d'embarquer beaucoup de gens, y compris des gens qui n'habitent pas à Grenoble, qui ne travaillent pas à Grenoble, qui ne votent pas à Grenoble, et d'en faire effectivement quelque chose de très dynamisant pour le territoire, dont chacun pourra penser l'opportunité ou les limites. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup une forme de fierté un petit peu du territoire et qui va dans le bon sens. Voilà. Sensibiliser les salariés, c'est souvent le rôle plutôt d'association. Ça revient souvent à la responsabilité des entreprises, à ma connaissance. Hein, Thierry, tu en sauras peut-être un peu plus là-dessus. Voilà. Et Ron Finlay, je ne connais pas. C'est quoi? C'est le guérilla gardening, ces choses comme ça, non? Je ne connais pas non plus. C'était pas pour lutter contre les déserts alimentaires? Je ne sais plus trop, Ron Finlay. Ça me dit quelque Los chose. Angeles, non, je ne sais pas. Et sinon, bien sûr, hein, développer les fermes urbaines, dont j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc 1000 pousses, effectivement, qu'on a soutenu, mais une troisième ferme va arriver là, dans le quartier de la Villeneuve, ce qui est une super chose. Et on en fera encore plein d'autres, en fait. Bien, écoutez, on va s'acheminer doucement vers le mot de la fin. Qu'est-ce que, Thierry, pour commencer, tu auras envie de nous dire pour terminer cet entretien? Écoute, quelque chose de positif pour terminer. Moi, je m'occupe de deux structures. La première, deux structures, la première nationale, qui s'appelle Nordic France. C'est une structure qui regroupe tous les sites nordiques de France, des Vosges aux Pyrénées. Donc, des sites dans lesquels on fait tout sauf du ski alpin. Du ski de fond, du biathlon, du chien de traîneau, de la raquette, etc. Quand la structure a été créée, c'était en 1985. Juste après la loi montagne. Il y avait en France un peu plus de 400 sites nordiques. Il y en a 170 aujourd'hui. Okay, plus que divisé par deux. Lié à quoi? Lié au fait que ces sites nordiques sont entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, donc aux avant-postes du réchauffement climatique, avec un problème récurrent d'enneigement. La filière, sous la houlette, entre guillemets, de Nordic France, a lancé une grande réflexion sur que serons-nous, nous les Nordiques, dans 10 ou 15 ans, à l'horizon 2030-2035. Je suis très étonné de la richesse des discussions et des propositions. Donc, quand on est en situation très difficile, comme c'est le cas pour ces stations qui sont généralement des stations villages de moyenne altitude, on trouve des ressources pour aller de l'avant. Et je rebondis sur une autre structure dont je m'occupe, qui s'appelle Transition au pluriel des territoires de montagne, qui va organiser au mois de septembre une grande réunion qu'on appelle Transition du tourisme des territoires de montagne. Et l'idée, c'est sur 40 territoires, parce que c'est dans le cadre de la SFERA, de la stratégie de l'Union européenne sur la région alpine, dans 40 territoires, on va échanger, débattre sur ce qui se passe dans le Beaufortin, dans le Vercors, dans les Aravis, dans le Jura, puisque le Jura est rattaché à l'arc alpin pour la SFERA. Et là aussi, ça promet d'être passionnant. Ce n'est pas du tout une grand-messe, on réunit tout le monde à Alpexpo, on discutaille pendant une journée, puis après on rentre chez soi. Non, c'est 40 territoires qui vont échanger, faire part de leurs innovations, de leurs réussites, de leurs échecs. Et je pense que ça peut être très, très intéressant pour la montagne d'une façon générale. Et comme Grenoble sera capitale verte européenne l'année prochaine, Antoine, je te fais confiance pour que ça ne soit pas simplement Grenoble, mais Grenoble dans son environnement montagnard. Super, très bonne parole. Effectivement, c'est dans la diversité qu'on trouve les ressources. Antoine?
Oui, Grenoble, c'était une candidature du territoire, hein, ce n'est pas simplement la commune de Grenoble, hein, c'est tout le territoire alpin. Et on n'aurait pas gagné sans la mobilisation de tout le territoire. Moi, je crois que pour répondre il faut donner un mot de la fin et qu'il soit aussi porteur d'espoir, parce que l'espoir, j'y crois. Je ne pratique pas toujours, mais j'y crois. Je sais pas, sur la question des risques systémiques, il s'agit donc, selon moi, de réduire les vulnérabilités. On peut réduire les vulnérabilités. Hein, c'est des choses qu'on peut le faire. Est-ce que ça empêchera un effondrement systémique? Ça, j'en sais rien. J'en suis pas sûr. Je pense que les tendances lourdes sont trop fortes. Par contre, est-ce que ça permettra de passer à travers de la façon la plus collective, la plus juste, la plus digne possible? Oui, effectivement, je crois que ça mérite d'être travaillé et c'est un chemin de transition qu'il s'agit de tracer et d'emprunter ensemble. La question de l'adaptation, fut-elle radicale, c'est pas qu'une question technique, en fait, loin de là. C'est d'abord et avant tout une question politique. Parce qu'on pourrait avoir tous les travaux du Shift Project qu'on veut. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je ne suis pas toujours d'accord avec les conclusions, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Mais on pourrait avoir tous les Shift Project qu'on veut, mais si on n'a pas de volonté politique qui soit incarnée par des femmes et des hommes, qui ne soit pas élus démocratiquement, qui ne soit pas soutenu par des mouvements citoyens puissants, avec une vitalité démocratique, machin, en fait, tout cela n'arrivera pas. Donc, ce n'est pas simplement une équation qu'il s'agit de résoudre. C'est un ensemble extrêmement complexe de paramètres qu'il s'agit d'incarner et de faire vivre. Voilà. Donc, mon message de fin, il est peut-être un peu confus, mais en tout cas, je crois qu'il faut jamais renoncer à tracer un chemin qui soit collectif, qui soit juste, qui soit soutenable, qui soit digne. Ça, c'est ce qui fait aussi, je le crois, même face aux pires catastrophes possibles, c'est ce qui fait aussi la dignité du présent. On mettra à l'auteur la référence. Je te remercie beaucoup, Antoine. Je remercie également Thierry pour votre participation et ces échanges très, très libres et sincères. Je les ai pour ma part beaucoup appréciés. J'espère que c'est le cas de nos auditeurs et spectateurs ce jour. Ce Facebook Live sera disponible sur la chaîne, donc, Facebook de Adrastia, comité Adrastia, et également sur la chaîne YouTube dès qu'on l'aura copié. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne poursuite de la soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.